Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Le remerciement à Mariam Kokaina a été coupé par le générique, mais c'est pas grave, je la remercie à distance. La Story Echo, c'est donc avec vous. On va s'intéresser bien sûr à la flambée des cours du pétrole. Depuis ce matin, on a presque envie de dire rien ne va plus sur les cours mondiaux. Ça monte très très haut, ça redescend. Et cette fois, c'est une envolée historique dont on peut parler. Oui, alors, on parle d'envolée historique, mais pas de flambée historique. Peut-être c'est bon de faire cette différence-là. Pourquoi? Parce que lors de la guerre, du déclenchement de la guerre en Ukraine, notamment pendant l'été 2022, les cours en étaient arrivés jusqu'à $130 le baril. Là, on a atteint moins de $120 ce matin, mais quand on voit le temps que cette croissance, cette hausse a fait, on se rend compte que cette fois-ci, c'est allé beaucoup plus vite. Lors de la guerre en Ukraine, il avait fallu plusieurs mois pour avoir cette flambée-là. Là, en 10 jours de conflit, on est passé d'un baril de Brent qui était à $70 et qui se retrouve à frôler les $120 aujourd'hui. Donc, c'est cette envolée-là, cette croissance qui a été inédite et historique. Donc, ce qui veut dire que si cette croissance ou cette guerre continue au Moyen-Orient, on risque à atteindre des niveaux inédits en termes de flambée des cours mondiaux du pétrole, sachant que les installations pétrolières dans des pays comme le Bahreïn ont été touchées et ont obligé, par exemple, l'État du Bahreïn à déclarer le cas de force majeure. Je rappelle qu'avant le Bahreïn, le Qatar aussi avait déclaré le cas de force majeure sur sa production de gaz, on va le voir tout à l'heure. D'autres pays voient aussi leurs installations pétrolières ciblées, comme l'Arabie Saoudite. Donc, c'est dire que dans l'ensemble de la région, les installations pétrolières qui sont ciblées vont aggraver le problème, tout en sachant que hier, les bombardements israéliens ont visé des dépôts de pétrole, en tout cas d'hydrocarbures, en Iran. Donc, non seulement on va se retrouver avec le problème du détroit d'Ormuz qui est paralysé, les tankers ne passent presque plus, mais l'autre problème, c'est qu'après la fin de la guerre, on risque d'avoir à réparer d'abord ce qui a été détruit avant de reprendre la production. Donc, c'est dire que nous sommes à une situation extrêmement grave en termes de production et de disponibilité du pétrole, ce qui fait que donc, ces cours mondiaux aujourd'hui ont frôlé les $120, comme on l'a vu d'ailleurs. Je pense qu'on peut même d'ailleurs le voir à l'écran. En un moment, on en était à $120 avant que les choses ne reviennent à $108 à la clôture donc des bourses asiatiques, ce qui fait qu'on parle là du baril de Brent qui est la référence internationale en la matière. Il n'est pas exclu que demain aussi on connaisse d'autres hausses qui risquent peut-être d'aller au-delà de 125 jusqu'à peut-être dépasser le record historique de $130 atteint en 2022. Oui, mais alors pour ce qui est de l'instant, parce que c'est vraiment à chaque instant que ça bouge, le prix du baril de Brent est à $106,54. Donc ça continue à évoluer. À fluctuer, voilà. Autant à la baisse qu'à la hausse. Effectivement, tout à l'heure, vous l'avez dit, on a presque atteint les $120. C'était 116. 119 même. Même 119. 119. Voilà. Exactement. Alors le gaz n'est pas en reste, évidemment, et poursuit lui aussi sa très forte hausse, sa trajectoire haussière en tout cas. Parce que ce sont ces mêmes pays qui sont producteurs de gaz. Oui, alors globalement, on estime que 20% du gaz et du pétrole mondial proviennent de cette région du monde. Le Qatar est un gros producteur de gaz, on le sait. Alors, le gaz aussi, on sait qu'il y a d'autres pays qui en ont le plus besoin, notamment là où il fait plus froid, notamment en Europe. Alors, on le disait ici la semaine dernière, peut-être heureusement que ce n'est pas la période des approvisionnements. Là, on est presque à la fin de l'hiver, donc ça, disons, tempère un peu la situation. Mais c'est au moment où tous les pays vont se réapprovisionner en gaz que le problème risque de se poser en priorité. Alors, autre chose à noter, c'est que pour le gaz, là aussi, aujourd'hui, on a eu, à l'instar du pétrole, une flambée de 30%. Et je rappelle que depuis le début de la guerre, c'est le gaz qui flambe le plus. Mais là aussi, il faut rassurer pour dire que, et d'ailleurs on va le voir tout de suite à l'écran, alors la flambée est de 30% certes, mais on est à un mégawatt-heure qui tourne autour de 66 €. Alors, on est bien loin du record des 300 € atteints lors de la guerre ou du déclenchement de la guerre en Ukraine, parce que là, c'était en plein hiver, on se rappelle d'une part, mais d'autre part,
c'est la Russie qui fournissait à l'Europe ce gaz-là et ce gaz avait été mis sous embargo, donc ça avait fait flamber les prix du gaz. On en est à 66 € aujourd'hui, mais il n'est pas exclu que là aussi la hausse soit beaucoup plus conséquente par la suite. Ouais, alors tout ceci oblige les pays membres du G7 à envisager de recourir à leurs réserves stratégiques. Alors, quand on parle de réserves stratégiques, il s'agit en fait de ces stocks que les États gardent et utilisent en cas de situation exceptionnelle. Alors, le fait que là, à peine en 10 jours de guerre au Moyen-Orient, que les États envisagent de recourir à ce stock stratégique, ça en dit long sur la gravité du moment. Alors, ces réserves ont un objectif, d'une part, de pallier ce manque de disponibilité, mais d'autre part aussi empêcher ou bien peut-être casser cette dynamique de hausse des prix, parce que les États sont obligés de réagir. Donc, ce sont ces stocks qui habituellement sont de 2-3 mois selon les États. Donc, ce sont ces stocks-là qui vont être reversés dans la consommation pour empêcher que ces prix ne repartent à la hausse. Est-ce que ceci va permettre, dans la durée, de parvenir à calmer cette flambée des prix? Tout dépendra de la poursuite de la situation de belligérance au Moyen-Orient. Si la guerre se poursuit au-delà peut-être 2 mois, en tout cas, tout ceci ne servira à pas grand-chose parce que les sources d'approvisionnement auront été, disons, asséchées, il faut le dire, et que les voies de transport de ce pétrole et de ce gaz-là, de ces hydrocarbures, seront bloquées. Donc, on attendra de voir quelle va être la durée de cette guerre. C'est à partir de là qu'on aura à voir s'il y a vraiment un impact par rapport à l'utilisation de ces réserves stratégiques des États. Oui, permettez-moi d'ajouter 2 considérations politiques. Cette fois, c'est Donald Trump qui a déclaré à propos du prix du baril de pétrole que c'était le prix à payer pour la sécurité des États-Unis et du monde. Un tout petit prix à payer. Un tout petit prix à payer, exactement. Selon lui. Hein. Et puis les États-Unis qui envisageraient, alors c'est vraiment du conditionnel, qui envisageraient aussi de lever peut-être provisoirement les sanctions contre la Russie pour lui permettre donc d'écouler son pétrole sur le marché mondial, le pétrole russe qui ne passe pas par le détroit d'Ormuz et donc qui permettrait d'avoir une disponibilité. C'est ça. D'ailleurs, cela confirme ce que les États-Unis avaient fait dès la semaine dernière en autorisant à l'Inde de se faire livrer du pétrole russe justement pour éviter que cette pénurie ne concerne toute la planète. Effectivement. Merci beaucoup Omar Baldé. C'était la Story Echo.